Je suis voilà. Donc oui, donc je vous disais que c'était pas simple de préparer cette conférence sur l'autonomie. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez, ça m'intrigue, de l'autonomie de vos enfants? Vous pouvez me répondre ou dans le chat ou allumer vos micros si vous avez envie de le dire au micro. Ça m'intrigue de savoir qu'est-ce que vous attendez réellement de l'autonomie de vos enfants. C'est moi, je sais que je me suis beaucoup posé cette question à un moment donné quand ils étaient plus jeunes et sur qu'est-ce que ça changerait pour moi s'ils étaient autonomes. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le mien, par exemple, il se lève à 7h30 le matin pour partir en taxi à 7h40. Donc là, je vais payer 70 € parce que ils en ont marre que Swan ne mette tout le monde en retard le matin. Donc ça, D'accord. c'est vraiment stressant le matin, même pour moi. Ok. Donc, il a un souci en termes de planification, d'organisation, de réveil. Est-ce que c'est le Le réveil réveil? qui dure? Ah oui? Ouais, c'est le Ouais, réveil. Il a trois réveils différents parce il que est ado, quoi. Enfin, moi, ouais. j'ai les mêmes. Ça a toujours été, hein, depuis tout petit, hein, il compte sur moi pour tout. Ouais, c'est moi le timer pour Ouais. tout. Donc, bah, en fait, donc Sandra, merci pour ça. Autonomie au quotidien dans les tâches bases, s'habiller, se brosser les dents. Ok, 6 enfants de 6 à 8 ans. Très bien. Eh bien, écoutez, donc, on va faire tout de suite le spoiler alerte. Ça ne marche pas. On a envie qu'ils deviennent autonomes. Pourquoi on rêve de ça? Parce qu'on veut souffler, tu viens exactement de le dire, parce qu'on veut avoir un minimum de temps pour nous. On veut aussi avoir réussi quelque chose, n'est-ce pas? Le Graal dans la société, quand notre enfant est autonome, waouh, on est des super mamans, on a réussi à autonomiser nos enfants. Et donc, ça nous enlèverait une punaise de pression. Et ça, c'est vraiment important de se toujours vous poser la question. On a très envie de ça. On veut les aider, on veut les accompagner. On est toujours dans cette espèce de euh, surprotection ou de cette comment je pourrais dire, euh, surévaluation de tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Alors, oui, je suis carrément d'accord, hein. L'autonomie, euh, ça nous fait un peu plus respirer, ça nous donne un peu d'air, ça nous donne le sentiment d'avoir, comme je disais, réussi quelque chose. Mais en fait, c'est aussi pour nos enfants une fausse promesse de la réalité. Parce que nos enfants, cette autonomie, ils vont pas l'acquérir dans le temps imparti qu'on se fait nous, ou comme à l'école, vous savez, par exemple, bah, à tel âge, il faut savoir lire tel son, faire telle chose. Donc, il y a des espèces de prérequis de la société qui font que on définit ce qui est important, quand est-ce qu'on est autonome pour ci, pour ça. Donc on est bien d'accord que l'autonomie, c'est un peu un faux Graal, parce qu'en fait, les compétences qu'on demande à nos enfants, ils n'ont pas encore forcément la possibilité de les atteindre. Donc, on voudrait soulager notre mental, on voudrait être rassuré pour son avenir parce que l'autonomie, ça aussi, c'est une croyance que ils sont autonomes, donc ils sauront se débrouiller dans l'avenir. Bon, alors, ils ont 9 ans, 10 ans, 12 ans. Alors, des fois, ils sont un peu plus grands, 14, 15, 16 ans. Mais c'est, c'est difficile, en fait, de quantifier et d'être à égalité par rapport aux autres enfants neurotypiques. C'est quasiment impossible. Vous devez accepter que le trouble du neurodéveloppement, du TDAH notamment, c'est un retard. Le cortex préfrontal a un retard dans tout ce qui va être planification, organisation. Toutes les fonctions exécutives, elles sont retardées. Alors, ce ne sont pas retardés pour la vie. Ils atteindront peut-être pas le 100%, mais le cortex préfrontal va se développer et ils vont pouvoir en fait développer cette autonomie. Donc c'est important
de lâcher l'attente et l'emprise sur l'autonomie. Quand vous n'y arrivez pas, quand vous voyez que votre enfant peine, donc quand il ne se réveille pas depuis des années et des années, et que ça continue, qu'il ne fait pas de sens avec le réveil, que vous voyez, ça ne marche pas. Donc, je sais que c'est difficile parce que bah, là, effectivement, 70 euros, c'est un peu compliqué. Donc, il va quand même falloir lui expliquer à ce jeune homme qu'à un moment donné, il y a des personnes qui l'attendent et que là, ça dépend plus que de lui. Est-ce que vous saisissez un peu euh, cette différence entre ce que vos enfants vivent et du coup que vous n'écoutez plus réellement et ce que vous attendez? Donc, comment on fait? Parce que, bien entendu, hein, on va quand même passer à l'étape de se poser la question de comment on fait. Qu'est-ce qu'on met en place dans ce désir d'autonomie pour nos enfants pour qu'ils ne deviennent pas un piège pour nous? Parce que quand ce désir d'autonomie qu'on a pour nos enfants, donc notre petit rêve qu'on se fait interne qui va nous soulager, quand il n'est pas atteint, donc c'est rebelote une frustration qui s'inscrit, qui s'incruste à nouveau. Donc ça en fait une de plus, bam, une couche de plus dans la frustration. Donc comment on fait pour, euh, pour accepter que cette autonomie va être décalée et à continuer à accompagner nos enfants, donc à répéter nos gestes, à répéter notre discours, sans que ça nous impacte, sans que ça nous fasse nous dire qu'on est nul, parce qu'en fait, c'est toujours une chose est sûre, c'est que ça n'a jamais à voir avec nous réellement, en fait. Ça a à voir avec nos réactions et avec nos attentes. Donc, l'autonomie, ça repose sur quoi en fait? Ça repose sur le développement du cerveau et des fonctions exécutives. Donc, on accepte que c'est retardé. Ça repose également sur la surcharge émotionnelle. Donc, on est à nouveau sur un des piliers phares, n'est-ce pas, du TDAH et de la construction de l'enfant TDAH, la régulation émotionnelle, la surcharge émotionnelle peut faire que il n'arrive pas à anticiper, il n'arrive pas à comprendre, à mettre du sens, il n'arrive pas à anticiper l'échec ou ils ont peur de l'échec. Parce que ça aussi, l'autonomie, ça signifie faire des choses par soi-même dont on pourrait nous reprocher qu'on ne le fait pas bien. Hein, n'est-ce pas? Personne ne se reconnaît là-dedans. Hein. Vous voyez le truc? Je suis la même, hein, donc vous inquiétez pas avec ça. On parle le même langage. Donc c'est très important de se rendre compte que bah, ça joue également. Et puis il y a aussi l'image de soi. Donc tu n'y arrives pas, tu ne fais jamais ce qu'il faut, tu n'es toujours pas comme si. Alors du coup, soit je le fais à ta place, soit je laisse tomber, soit je suis énervée. Donc ça va leur faire intérioriser leur impuissance et leur estime de soi va se dégrader. Et en parallèle, ça va faire la même chose chez nous. Donc l'autonomie, c'est pas juste une question de routine, de j'accroche des pictogrammes et tout ça. Il y a des enfants, c'est génial, ça va super bien marcher, c'est cool. Ils vont comprendre, ils vont le faire, ou alors il y en a, ils vont le faire une semaine, ils vont dire ah ouais c'est génial, et puis la semaine d'après, ils se souviennent même plus que ça existe. Donc ils vont pas se moquer de vous, ils ne le font pas exprès, ils ne font pas ça pour vous provoquer constamment. Alors, il y a la provocation, on a le top, on en a parlé la dernière fois, mais ils ne font pas ça pour provoquer en fait. Donc déjà, si on remet vraiment dans le contexte l'autonomie, il faut sortir du saint graal de l'autonomie et de la fausse promesse que s'ils sont autonomes, tout ira bien, j'irai mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas si ça papote dans le chat ou pas du tout. Où est-ce que j'ai le chat? Participants? Non, je pas le... non. Vous me direz tout à l'heure, on fera les questions-réponses tout à l'heure, quand je reverrai quand j'arriverai à voir tout ça. Sandra, oui, oui, ok, merci Sandra. C'est cool. Donc, ce qu'est l'autonomie, c'est pas ce qui fonctionne avec les TDAH. Donc, on a compris, hein, le cerveau, il a un retard. Donc, planifier, mémoriser, s'autoréguler, anticiper, prioriser, vous avez tous ces trucs qui créent l'autonomie, eh ben, il y a un décalage.
Il y a un décalage. Donc ça, on finit par l'accepter. Donc, on comprend. Et un des outils principaux que je continue à appliquer, je vous l'avoue, c'est que j'accompagne dans l'autonomie. Donc, je répète, je répète, je répète. Prends ta médicinette, lève-toi, c'est maintenant. Le réveil, c'est moi le réveil. Donc, il n'y a pas de réveil. Il n'y a aucun qui n'a un réveil parce que ça ne fonctionne pas. Donc, je suis le réveil. Je viens une fois, deux fois, trois fois, un câlin, un bisou, un gratouille. Alors, vas-y, tu sors, j'ai pas envie de te voir, ferme la porte. Enfin, je suis le réveil, comme ils parlent à leur réveil. Je ne me sens pas concernée comme étant une maman à ce moment-là. Je suis le réveil matin. Donc, je suis le réceptacle de leur pas envie de se réveiller. J'accompagne jusqu'au bout du processus. Je vais préparer le petit déjeuner, je vais voir ce qui est fait, est-ce que la médicinette, la médication est prise. Je vais accompagner. Je ne me pose plus la question. Je ne fais pas à leur place. Ils vont s'habiller eux-mêmes, ils vont se lever, ils vont, quand ça tarde, je vais leur expliquer les conséquences de leur réveil. Donc, malgré le fait qu'ils soient adolescents, j'ai encore aujourd'hui cette tâche à accomplir. Mais petit à petit dans le temps, je vois une progression. Donc, je ne m'attache pas au résultat final. Je découvre un résultat final à un moment ou un autre. Donc là, si je vous parle de mon grand, encore jusque-là, donc il va avoir 16 ans dans quelques semaines, jusque-là, je le réveille et c'est important pour lui que je le fasse. Mais maintenant, en fait, une fois qu'il est réveillé, je n'ai plus rien à gérer. Même sa médication. Donc, du coup, à ce moment-là, on peut même passer des moments chouettes. Mais j'ai dû attendre qu'il ait 16 ans. Par contre, sa chambre, elle est toujours pas rangée, enfin, une fois par semaine. Les chaussettes traînent les caleçons. Ce matin, j'ai retrouvé du produit, non, du shampoing tombé parce que le truc est tombé et que, bah, évidemment, c'est tombé, personne n'a pensé à le ramasser. C'est logique. Mais vous voyez, c'est parce que la pensée va plus vite que la réponse. Donc, si vous allez juste attendre le résultat de l'autonomie ou vous allez avoir peur que ce résultat n'arrive pas assez vite et que donc ne va pas réussir à s'en sortir dans la vie, eh ben vous allez en fait vous épuiser vers quelque chose qui arrivera à un moment sans doute, mais pas comme vous l'aurez voulu et surtout avec beaucoup de frustration pour vous. Autonomiser, c'est aussi accepter que les tâches ne soient pas faites et que vous n'allez pas ni punir ni en vouloir. Ça reste mon avis, hein. Personne n'est obligé d'adhérer à tout ce que je dis. Je vous explique juste que ça ne changera rien en fait. Ce qui va commencer à changer les choses dans l'autonomie, c'est qu'une fois qu'ils auront compris le sens de ce qu'on leur demande. Parce qu'ils ont peut-être un retard du cortex préfrontal, mais par contre, il y a un truc qu'ils ont tous et toujours, c'est qu'ils ont besoin de mettre du sens. Tant qu'ils ne mettront pas du sens dans la tâche qui est demandée, ils la feront peut-être pour vous faire plaisir, pour l'exécuter. Ils la referont uniquement quand vous la leur demandez. Ils n'iront pas d'eux-mêmes la faire tant qu'ils n'en auront pas compris l'utilité et le sens. Donc, vous aurez beau l'expliquer, le refaire, le redire, vous fâcher, etc. Si le sens de cette tâche n'a pas été comprise, ça ne rentrera pas. Et ça, je sais que c'est souvent extrêmement difficile à accepter parce que on ne peut pas imaginer que ce soit réellement le cas. Je vais vous parler d'un adulte qui est mon mari, qui, donc oui, bien sûr, il est autonome, il effectue ses tâches, etc. Mais dans la relation, dans l'interdépendance qu'il peut avoir, par exemple dans la validation de son besoin, quand il fait quelque chose, s'il va faire la cuisine, s'il va faire les courses, etc., il va avoir énormément de mal à être autonome. Il va toujours avoir besoin de demander la validation pour être sûr que ce qu'il fait, c'est bien, que son choix, c'est bien. Et intervient, c'est moi qui demande. Et encore moins, tu interviens, s'il te plaît. Oups. Il y a une petite dispute. Et du coup, je me dis, mais en même temps, il sait faire les courses, il sait faire tout ça, il est autonome. Mais comprenez bien qu'en fait, une personne avec un trouble, avec un TDAH notamment, elle va toujours
douter des choix qu'il va faire, de est-ce que je vais faire le bon choix, est-ce que quand je vais faire ça, ça va être bien. Donc, je vais mettre un peu plus de sel, un peu plus de poivre, je vais nettoyer cette chose. Est-ce que la lessive, il est constamment en train de me demander sur quel bouton il faut qu'il tourne. Est-ce que c'est la bonne température? Et je ne me dis pas constamment, mon mari n'est pas autonome. Ça me fait rire aujourd'hui. Ça a pu m'énerver. Je peux comprendre que ça agace. C'est juste pour vous expliquer que, en fait, cette quête d'autonomie qu'on a pour nos enfants, bien sûr, ils vont l'atteindre. Bien sûr que si je ne suis pas là, il va savoir faire la lessive. Mais il va douter de lui. Parce que c'est comme ça. Il n'y a rien à faire contre ça. Donc, évidemment, il peut oublier de boire pendant la journée. Il peut même oublier de manger. Vraiment, je le sais, il va pouvoir oublier de manger comme votre enfant, comme mes enfants. Et du coup, en fait, à un moment donné, son cerveau va repenser au fait qu'il faut boire, qu'il faut manger, qu'il faut prendre soin de soi. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner dans cette autonomie, d'expliquer, pas de reprocher, d'expliquer que c'est important qu'ils prennent attention, qu'ils prêtent attention au fait. Parce que on parle de l'autonomie, on va parler de s'habiller, on va parler d'accomplir des tâches, de ranger sa chambre, que sais-je. Et puis, il y a aussi toute la pression de ce dont on a envie, de ce qui est bien, de ce que l'enfant doit faire, de comment. Mais il va falloir l'accompagner, lui expliquer que boire, c'est important, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, même s'il va encore oublier de le faire, lui expliquer, lui donner du sens, faire en sorte que, à un moment ou à un autre, il ait ancré certaines choses. Donc, je sais que ça peut vous sembler être une difficulté supplémentaire, disons pas difficulté, mais du temps supplémentaire que vous allez devoir consacrer. Donc, si on abaisse la garde sur ça, sur cette problématique, sur cette différence, si on sait que c'est de l'accompagnement, pas de l'assistanat, pas de la rébellion de notre enfant de ne pas vouloir faire, eh ben, ça va vous soulager en termes de vitalité également. Donc, oui, je vais vous conseiller de mettre des routines en place, de mettre des pictogrammes en fonction de l'âge des enfants, mais pas pour qu'ils se sentent obligés et sous pression de le faire ou que vous vous sentez sous pression de ne pas arriver à le faire, pour amener du sens et pour amener en fait de la répétition. Alors, si on arrive à éviter les reproches, si on arrive à se détacher à minima de toutes ces injonctions, vous allez commencer à développer l'autonomie avec un cadre soutenant. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plutôt votre co-régulation, votre cohabitation vers l'autonomie qui va créer un engagement commun. Il va réussir à s'organiser grâce à vous. Il va réussir grâce à vous, grâce à l'accompagnement. C'est un peu une forme de body doubling. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie qui est que, en fait, et ça marche assez bien avec les personnalités qui ont un TDAH, c'est que souvent, il y a cette tendance, donc, soit à la procrastination, soit à la peur d'échouer, soit à l'épuisement, parce que vous avez aussi les gamins, ils rentrent de l'école, ils sont cuits, vous allez leur demander faire ci, faire telle tâche, faire tel truc, etc. Leur cerveau, il va saturer, il y a crise. Vous serez énervé, vous n'aurez aucunement les tâches qui sont faites. Et voilà, donc le body doubling, c'est accompagner, être présent dans la tâche sans faire à sa place. Ça marche aussi pour les devoirs, figurez-vous. Donc l'autonomie pour les devoirs. Vous pouvez en fait, vous installer à votre bureau ou au bureau avec lui. Vous faites totalement autre chose. Et lui, il va avoir besoin de parler, d'exprimer quelque chose. Vous avez sans doute remarqué, hein, puisque vous le vivez, mais ils adorent être en notre compagnie. C'est-à-dire que quand on s'éloigne, ils viennent toujours nous rechercher, n'est-ce pas? Et donc, en fait, créez-vous cet espace de co-compagnie à deux.
Et en fait, sans qu'ils s'en rendent compte, parce que l'échange se fait, parce que vous êtes là, vous l'accompagnez, vous restez avec lui, vous discutez ou vous faites une autre tâche, vous co-créez quelque chose. Et donc, vous n'êtes pas là en train de dire c'est bien fait, c'est mal fait. Ah oui, ça aussi. Tu aurais pu mieux le faire. Là, c'est pas rangé comme je voulais. C'est pas suffisamment bien aspiré. Moi, quand ils débarrassent et quand ils nettoient la table, ben, je repasse derrière, mais je leur dis jamais. Je leur dis toujours merci. Parce qu'ils font. D'abord, du moment où ils font, moi, j'ai décidé, j'ai pris le parti qu'à partir du moment où ils font, même s'ils le font pas bien, je vais pas leur dire de suite. Je vais leur dire la prochaine fois. Est-ce que tu pourrais faire plus attention à ce coin-là de la table parce que c'est bien, voilà. Ou leur dire de façon, pas dire tu as mal fait la chose, parce que avec leur dysphorie sensible au rejet, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça aussi, hein, dès que vous leur dites un truc, ils se sentent ultra rejetés, donc ça prend des proportions. Ils vont penser que vous dites qu'ils font mal. Donc, je sais que c'est pas facile, qu'il faut avoir le bon vocabulaire, qu'il faut éviter de contribuer aux crises. Mais on peut le faire en fait, c'est notre posture, on peut le faire, on peut apprendre à le faire. C'est un travail, ça nécessite un peu d'entraînement, mais une fois que vous avez pris le pli, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça aide à apaiser les choses. Je vous dis pas que je crie pas, que je leur dis pas qu'ils ont mal fait. Je vous dis pas ça, hein, ça m'arrive encore. Hein, des fois, je pète les plombs. Hein. Je fais aussi la pleine lune. Je fais voilà bon tout ce que l'hystérie, tout ce qu'on peut avoir, je le fais aussi. Mais sauf que maintenant, j'ai mes outils internes qui fonctionnent très vite et qui me rappellent à me dire non non mais ça tu sais que ça va pas fonctionner comme ça. Donc ils n'ont pas envie de faire parce que des fois, bah, ils ont peur d'échouer, parce que des fois, ils sont épuisés, parce que bah, le regard qu'on va, ils veulent dire de toute façon, à quoi ça sert que je le fasse, puisque tu vas toujours dire que c'est mal fait. Qui a tort, qui a raison. Moi, si j'ai un truc, on me dit que je le fais tout le temps mal, moi, je te dis, allez, bah, va te faire voir, hein, je le fais mal, je le fais mal, et puis c'est tout. Hein. Dire, on est des humains. Bon, eux, la seule chose, c'est que vous leur dites une fois, ça fait puissance 1, chez eux, ça fait puissance 10 000. Donc, effectivement, pour revenir en arrière, c'est plus compliqué. Donc, en fait, l'enfant, il rentre souvent en résistance, il a ses tensions, vous le savez très bien. Je vous propose de changer vos paradigmes, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Parce que vous savez que vos enfants sont capables de faire des choses, vous savez qu'ils sont capables d'essayer, vous savez qu'ils arrivent à faire des choses. C'est sûr que quand toutes les pièces du puzzle sont alignées, n'est-ce pas? Quand l'univers est aligné, c'est génial. Bon, quand ça arrive, il faut célébrer à mort, hein, parce que c'est pas souvent. Mais laissez-leur l'opportunité de se tromper, de ne pas faire les choses comme il faut, de ne pas être autonome, accepter ça. Alors, ne leur parlez pas forcément de leur cortex préfrontal, ils vont pas y comprendre grand-chose, mais que vous comprenez. Je vous le répète souvent, je vais encore le répéter pour cette conférence, ce que vous attendez, là en l'occurrence l'autonomie, elle va arriver beaucoup plus vite si vous comprenez ce pourquoi ils ne font pas ou ils n'arrivent pas à ce que vous voulez. Quand vous entamez ce processus, ce chemin, vous allez forcément avoir des résultats derrière. Peut-être pas ceux que vous escomptez, peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais c'est sûr. Parce que l'enfant, en fait, quand il est pris, enfin l'enfant ou même la personne, mais donc là on va parler de nos enfants, s'il est pris dans son entièreté, pour ce qu'il est émotionnellement, pour ce qu'il est dans sa différence neurologique, ça va aller beaucoup mieux dans sa tête en fait. Parce que du coup, il va avoir le droit, il va se sentir le droit de dire non, mais sans provoquer. Il va avoir le droit de se sentir, de faire quelque chose, même pas bien, sans se sentir
Alors, humilier, j'imagine que vous n'humiliez pas vos enfants. On est bien d'accord, on parle d'enfants TDAH qui ont des ressentis à puissance 10 000 et donc qui, quand vous leur dites quelque chose, eux ressentent une humiliation profonde. Et donc, plus vous allez comprendre comment il fonctionne, vous allez pouvoir mettre les stratégies avec lui, en fonction de lui. Et il va falloir accepter que oui, il va continuer à, par moments, enfin, à vous provoquer, il va continuer à pas vouloir, il va continuer à avoir des dérégulations émotionnelles. Donc, c'est tout à fait normal qu'on veuille que nos enfants soient autonomes. Hein. Je pense qu'il faut vraiment... je vous dis pas tout ce que je vous dis ce soir pour que vous vous disiez, oh, bon, on s'en fout, il a 2 ou 3 ans de retard sur son cortex préfrontal, on verra, s'il ne le fait pas maintenant, il le fera dans 2 ou 3 ans. Bon, c'est cool. Ça s'appelle du lâcher prise, hein, on est bien d'accord, mais en même temps, au fond de nous, ça fait partie de notre mission. Évidemment, à un moment donné, ils seront lâchés dans le grand bain de la vie et il va falloir qu'ils rangent leurs chaussettes eux-mêmes, qu'ils nettoient leur table et qu'ils frottent leur casserole, quoi. Alors moi, des fois, je regarde des vidéos sur TikTok sur des jeunes TDAH qui racontent comment ils jettent toute leur vaisselle, comment, voilà, ça fonctionne pas, ils essayent, mais ils y arrivent pas, ils y arrivent qu'une seule fois par semaine. Et ils sont autonomes, ils vont vivre leur vie, ils en rient parce qu'ils ont totalement conscience de la chose. Quand vous avez conscience de quelque chose, quand vous mettez le doigt sur quelque chose, et c'est là-dessus que vous devez appuyer sur vos enfants, ils vont en prendre conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, vous faites quelque chose, vous arrivez à vous poser des questions, puis vous n'avez jamais posé la bonne question. Puis d'un coup, vous avez la question qui fait sens et tout s'éclaire en fait. En fait, la réalité, elle est là. Pour atteindre l'autonomie, il faut qu'ils fassent sens avec eux-mêmes, avec qui ils sont. Pas avec qui on voudrait qu'ils soient. Pas avec à quel âge tu dois savoir t'habiller. Pas avec à quel âge il faut faire ci ou telle chose. La vérité, c'est qui tu es toi à l'intérieur, comment ça agit sur toi et quelle stratégie on va mettre en place pour qu'à un moment donné, quand tu devras vraiment être autonome, quand maman, elle sera vraiment plus là, hein, quand ça arrivera, pas tout de suite en l'occurrence, pour nous, eh ben, que tu puisses avoir la stratégie. Et aussi, ne pas avoir peur d'appeler quelqu'un. Moi, mes parents, ils étaient restaurateurs, je ne savais pas me faire cuire un œuf. Je suis partie dans mon appartement, je ne savais pas faire à manger. J'ai appelé ma mère tout le temps. Et j'étais papa autonome. J'avais pas appris. Donc, on apprend les choses pas à pas. On apprend qui l'on est et on avance vers son autonomie. On arrête de penser que c'est le Saint Graal, que voilà. Et oui, je sais, c'est pas facile quand ils sont petits, c'est pas facile quand ils sont ados, c'est extrêmement fatigant. Mais je vais vous le répéter encore une fois, ce qui retire de la fatigue pour nous les mamans, c'est de lâcher prise sur les il faut, je dois, c'est mieux, c'est bien, c'est pas bien, je suis nul, il est nul. C'est de lâcher prise là-dessus, de se concentrer sur les faits. Un enfant qui va se sentir en sécurité, qui va se sentir le droit d'être qui il est, avec sa procrastination, avec sa paralysie. Enfin, en fait, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails de notre cerveau, mais je veux dire, dans le cerveau du TDAH, il y a des moments où vous êtes paralysé. Moi, ça m'arrive. Je suis paralysée pendant 2 ou 3 heures, je ne peux rien faire. Ce n'est pas une journée. Il y a des dimanches, voilà. Mais je sais que je suis dans mon tunnel, j'ai ce truc, les lessives, les ci, les ça et tout, mais je le fais, mais à des moments, parce que j'ai ancré certaines habitudes avec le temps. Mais ça m'arrive aussi. Il y a des fois, j'ai une grosse surcharge émotionnelle, j'ai une grosse surcharge cognitive, parce que je fais plein de choses. Parce que forcément, comme je suis TDAH, pof, j'ai plein de trucs dans ma tête et je fais plein de trucs en même temps. Et des fois, ça cale. Et ben, j'ai appris, mais je ne le savais pas au départ. Et quand je faisais ça, il y a des moments où je m'en voulais. Donc, nos enfants, ils sont pareils, ils ne se rendent pas compte. Leur cerveau dirige.
Donc, l'autonomie, c'est vraiment important de se rendre compte que ça vient toujours. Mais plus vous allez l'accompagner, moins vous allez lutter avec vos enfants, plus vous allez accompagner, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Donc arrêtons avec il manque de volonté, il n'a pas envie, il le fait exprès, il m'aide pas, enfin, oui, c'est vrai. Ils ne sont pas très aidants. Il y a des enfants qui sont plus aidants, il y en a d'autres qui sont moins. Mais là, en l'occurrence, ben, il n'y a pas de généralité non plus. Il y a des enfants qui vont faire plein de tâches pour aider la famille parce qu'ils vont avoir l'habitude. Moi, j'ai loupé plein de coches à ce sujet-là, hein. Je suis sûre qu'il y a des parents qui sont nettement meilleurs que moi ici lors de ce Zoom. Je le sais, mais je me culpabilise plus. À un moment donné, ça me culpabilisait. Je rattrape mes coches comme je peux. Donc, si vous n'y arrivez pas, si votre enfant peine avec l'autonomie, vous n'êtes pas fautive. Vous avez peut-être loupé des coches, on va vous dire, là, il y a des tas de gens qui ont des théories sur plein de choses. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Mais avancez avec eux vers l'autonomie. Ne luttez pas contre. Ne leur reprochez pas. L'autonomie, ça ne s'impose pas. L'autonomie, ça se construit. Et notre rôle, ce n'est pas d'aller plus vite, mais c'est de marcher à leur côté. C'est ce que j'ai noté là. Je trouve que c'était assez joli. En confiance, et même quand c'est lent, et même quand c'est flou, même quand on ne comprend pas tout. Voilà où je voulais vous emmener ce soir par rapport à l'autonomie. La répétition. Alors, je vais regarder le petit message du coup. Si vous voulez qu'on papote un petit peu avec hors micro, si vous avez des choses à dire, et sinon vous pouvez écrire dans le chat. Oui, bah, vous, ça m'arrive aussi, hein. Impossible de faire sortir. Bah oui, bah, moi ça m'arrive aussi, hein. De temps en temps, il part sans le petit déjeuner et puis c'est comme ça. Des fois, on peut pas faire autrement. Ou alors, des fois, on est en retard. Des fois, j'ai aussi accepté. Là, ce matin, on était en retard. Voilà, j'ai accepté. On est en retard de 15 minutes. Alors, moi qui déteste le retard, j'ai dû beaucoup travailler sur moi, hein, parce qu'en Alsace, c'est un peu comme ça, on n'aime pas trop être en retard. Et ben, j'ai travaillé sur moi et finalement, j'ai accepté. Et à quelque part, c'est pas tous les jours, mais à quelque part, c'est comme ça. Je peux pas tout maîtriser. Je peux pas faire plus que plus qu'on ce que je fais. Donc, du coup, s'il a pigé les conséquences, c'est très bien. Il est parti sans le petit-déj. À un moment donné, on peut pas. Et c'est pas je t'en veux, tu machin, ce n'est juste pas possible. Alors oui, les papas, bah oui, ils ont plus de mal parce que les papas, ils n'ont pas beaucoup de patience. Là, on est d'accord. On n'est pas câblés pareil, hein. On est papa et maman, on n'est pas du tout câblés pareil parce que historiquement, nos missions ne sont pas les mêmes. Donc, comme on est la lignée de toutes ces femmes de la préhistoire et comme ils sont la lignée de tous ces hommes de la préhistoire, on n'a pas du tout la même fonction. Donc, mais sauf qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on n'est plus dans les temps anciens, etc. Mais inscrit dans nos codes génétiques, on a tout ça. Donc, il faut, avec les papas, il faut arriver à faire comprendre que dans tous les cas, parce qu'il y a aussi cette forme toujours de... il y a une compréhension à 50-60%. Les papas, il y a des papas très chouettes, hein, on est bien d'accord. Il y a des papas qui ne veulent pas du tout comprendre, mais il y a des papas qui sont chouettes, qui comprennent. Mais malgré eux, il y a toujours un peu de résistance parce qu'ils ont plus peur, parce il faut que eux, leurs enfants, ils aillent combattre le lion. Donc, pour combattre le lion, il faut avoir tout vécu. C'est plus fort qu'eux, en fait. Ils vont avoir ces réactions. Donc, à nous de jouer une partition de douceur, de calme, parce que c'est difficile. Donc, le matin, quand ça commence à péter les plombs, hein, si on prend le matin, ça cristallise beaucoup de choses, hein. Quand ça commence à péter les plombs, c'est des fois extrêmement difficile de garder mon calme. Donc, j'ai un rituel de calme du matin pour être sûr que je ne perds pas les pédales. Ça m'arrive,
Allez, à 10%. Donc, maintenant, je travaille super dessus parce que sinon, c'était du 100%. Mais sauf que si je commence à hausser le ton, si je commence à dire et que mon mari il voit que je panique, alors lui, il va être en surpanique. Et là, c'est parti pour une escalade et donc ça part en latte. Donc, mon rôle en tant que mère, c'est de faire en sorte que le foyer il soit doux, cohérent, serein. Je m'oblige à ça. C'est mon job. J'ai pas, et j'ai pas l'impression que je suis genre soumise à une dictature de quelque chose. Je prends pleinement ce rôle. Je joue pleinement ce rôle de maternité. Donc, du coup, je ne demande pas à l'homme de m'aider dans ce rôle-là. Je le laisse faire. C'est mon point de vue, on est toujours d'accord. Hein, je le laisse faire par rapport à ça. Et en fait, ça aide énormément parce que comme il voit que je ne suis pas en attente de quelque chose, parce que l'homme, en fait, alors il a les enfants, ça, il faut qu'ils aient le lion, et puis il faut que la femme, elle soit protégée et en sécurité. Alors, du coup, si ça panique dans tous les sens, lui, il est perdu. Là, je vous fais un schéma vraiment ancestral du truc, mais c'est pour bien comprendre. Vous voyez? Et en fait, c'est là où nous, on fait l'erreur d'attendre que ça vienne du père qui rétablisse l'ordre. Donc lui, il se sent, on lui demande, tu lui dis, tu rétablis l'ordre. Lui, ça va vite, hein, il rétablit l'ordre. Mais sauf que du coup, ça ne nous convient pas parce que ça fout le bordel. Et donc, ça ne va pas là où on veut. Vous voyez? Et on ne se rend pas compte parce qu'on est dans nos schémas répétitifs. On en a déjà parlé. On est dans nos schémas répétitifs. Donc, si vous prenez votre rôle vraiment de femme d'entité féminine, de la douceur, vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si vous êtes féministe, pas féministe, on s'en fout, vous avez le droit d'être féministe et d'être douce. C'est juste que ça va faire écho à toute la famille. Vous allez rapporter quelque chose. Et pour ça, c'est sûr, ça fonctionne. Et là, vous arrivez dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus serein. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du monde, il y a encore, oui, il y a encore du monde. Donc voilà, dites-moi, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous comprenez un peu mieux le rapport que vous pouvez avoir avec vos enfants dans l'autonomie? Est-ce que vous avez des questions encore en particulier à me poser? Je suis toute oui. Mesdames qui êtes là, Audrey, Solène, Célia, Elisabeth, en tout cas, merci d'être là, Stéphanie. Merci d'être là. Si vous avez envie, y aura-t-il un replay? J'ai eu une coupure de réseau. Solène, toi, tu es les mamans qui sont dans les groupes, les mamans qui suivent mes programmes ont les replays, effectivement. C'est pour ça que je les enregistre, pour que vous puissiez les Ah, avoir. C'est un petit cadeau bonus que j'ai rajouté oh. au programme. Donc voilà, les mamans qui ont envie de venir rejoindre le programme, bien entendu, vous êtes bienvenus parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tous ces schémas limitants, toutes ces relations qu'on peut avoir avec nos propres croyances, comment détourner notre état d'esprit, comment le remettre vers une meilleure, des meilleurs rails pour pouvoir après communiquer avec nos enfants et vivre toute cette vie bien sereine et épanouissante, n'est-ce pas? Et retrouver sa féminité, vraiment accepter son rôle de maman sans les contraintes, sans la pression. En fait, si vous acceptez entièrement votre féminité, ah, c'est super Solène, merci beaucoup pour ce petit message. Donc, si vous acceptez vraiment à 100% votre maternité, mais pas dans la pression et les injonctions, en fait, c'est de ça qu'il faut se détacher. Parce que ça, c'est pas la maternité, en fait. Ça, c'est, comment dire, ça, c'est la société qui veut des trucs, mais qui n'ont pas de sens. Donc, comme, en fait, ça va pas faire de sens dans votre vie, vous allez penser que ça fait du sens. Parce que c'est comme ça, puis tout le monde le fait, puis tout le monde a l'air de dire que c'est comme ça, donc bah, pourquoi vous ne feriez pas comme ça, en fait. Mais en fait, revenez vraiment à l'essence de ce que vous voulez. Vous vous concentrez sur ce que vous voulez dans votre famille. Et notre rôle de maman, il est celui d'envelopper, d'accompagner, de comprendre. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais en profiter. J'avais
Oui, J'ai envie de bien sûr. rebondir sur un sujet qui avait été auquel on a parlé en chat aujourd'hui, je crois. C'est une maman, je sais pas si elle est là, qui parlait de son enfant qui allait pas aux toilettes, etc. Ah oui, Moi, Catherine. m- moi, j'ai un de mes fils qui a pas mal de soucis avec ça. Alors, effectivement, s'il est réveillé, il va pas aux toilettes ou il va au dernier moment, vraiment, et ça finit en accident. Mais c'est surtout la nuit, en fait, où vraiment, si moi, j'oublie de lui dire, ou si mon conjoint oublie de lui dire, va aux toilettes avant d'aller au lit, c'est 99% sûr qu'il y aura un accident la Ouais. nuit. Ouais, Et je qu'il connais se ça. rend même pas compte la nuit qu'il Alors, se fait pipi dessus, c'est que le matin qu'il se rend compte. oui, oui, oui. Et en entendant la maman parler, qui avait un fils qui était déjà plus grand, je me disais, oula, ça peut durer longtemps. Alors là, Et oui, on a c'est dû 2 jours, hein. En fait, c'est que c'est 2 jours dans le contexte où il est dans une situation où, en fait, aller aux toilettes, ça serait une perte de perdre du temps temps. Ouais. ou une perte de, voilà. Concernant l'énurésie, donc concernant la nuit, donc ça, c'est autre chose, hein. C'est le cerveau. Pareil, c'est une histoire de maturation. Le sommeil est très, très profond. Donc, c'est un sommeil très profond comme les bébés, les enfants. Et du coup, en fait, il n'a aucune conscience, c'est-à-dire qu'il dort extrêmement profondément. Donc, je le sais parce que je l'ai vécu, hein. Moi, j'ai été énurésique jusqu'à 13 ans. Et j'ai mon deuxième qui a aussi cette particularité. Donc là, ça, c'est quasiment terminé. Mais tu vois, hier soir, il a bu un verre d'eau avec des glaçons. Et ce matin, c'était sûr. Et pourtant, maintenant, ça arrive plus très souvent, mais ça arrive. Et donc, il faut accepter. Donc, c'est effectivement le rituel du coucher, hein, et donc, quand c'est oublié, et voilà. Mais c'est le sommeil, c'est la profondeur du sommeil et énormément de sécrétions. Alors, je ne sais plus exactement quoi, mais il y a quelque chose qui sécrète, et en fait, mais il n'y a aucune. Enfin, tu n'as aucune conscience que tu fais pipi dans ton lit, quoi. Et donc voilà, il y a beaucoup de mamans qui ont ça. Oui, c'est aussi lié au TDAH et à ce retard de maturation du cerveau. Mais ça finit par passer. Et puis, il y a des mamans qui ont du 100%, il y a des mamans qui ont du 50%. Moi, ce n'était pas toutes les nuits, hein, mais c'était quand même très régulier. Mais oui, oui, ça fait aussi partie. Donc, c'est un peu. C'est surtout difficile pour soi. Et puis après, tous les matins, il faut changer les draps. Il y a tout le côté euh, contextuel qui est un peu pénible. Et, la honte, parce que des fois, il me le cache parce qu'il a honte. Donc, après, je découvre plus tard que Oui, oui, la oui, nuit oui, ça passée m'est arrivé aussi. aussi. Enfin, Oui, 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 oui. et Oui, oui. voilà. Puis alors moi, j'avais à un moment donné, je lui disais, mais attends, on peut mettre une culotte, un truc et tout ça. Il refusait. Donc, moi, j'ai dit, écoute, on va faire avec, hein. Donc, nous avons beaucoup d'alaises et beaucoup de changements de drap et la lessive qui tourne. Mais voilà, il faut lui dire que après avoir honte, c'est pas nécessaire que toi que tu lui dises que tu comprends et que c'est pas grave du tout, que ça fait voilà. Puis il y a des enfants qui c'est toujours ce problème de régulation et de maturité. Il n'y a pas que les enfants TDAH qui sont énurésiques, mais ça fait partie des possibilités. Sommeil très 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 profond. Donc, il a un sommeil réparateur, il doit dormir bien, il doit bien dormir, ton fils. Mais par contre, oui, il n'a pas encore le réflexe, son cerveau n'a pas encore le réflexe, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là qui le prévient de son envie. Voilà, moi, j'ai jamais traité parce qu'en fait, la pédiatre, elle m'a dit que ça ne servait pas à grand-chose. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore une question en particulier tant que je suis là? Sinon, je vais vous dire au revoir. Problème assez fréquent au final, ma fille 6 ans et demi, encore des couches de nuit, oui, elles sont toujours pleines. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est vraiment ce sommeil profond, hein. Faut avoir conscience de ça parce que moi, quand j'étais petite, je ne le savais pas. Mais oui, c'est ça, c'est ce sommeil profond qui, voilà. Donc, je vois, ça va un peu durer. Et voilà, du coup, quand il y a les poussées de croissance, quand il y a les règles qui arrivent, moi, voilà, c'est arrivé à peu près à cette période-là, forcément, notre corps, notre cerveau, tout mature et ça finit par passer. Donc, ne vous inquiétez pas, aucun adulte ne fait pipi au lit.
Donc voilà, des fois peut-être quand on est très très vieux. Mais bon. Ouais. Bah voilà, il y a encore une là dans l'âme des mamans qui le dit, mais oui, et surtout n'ayez pas honte, quoi, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je peux vous dire que moi j'ai eu beaucoup de chance, mes parents ils m'ont jamais pris la tête par rapport à ça, ça n'a jamais été un problème et je l'ai traversé. Voilà, je l'ai traversé et ça fait partie d'une des épreuves. Voilà, c'était une des épreuves. C'est comme ça. Mais comme je le vivais, pas comme eux ne le vivaient pas comme quelque chose de dramatique, moi je l'ai jamais vécu comme quelque chose de dramatique. Je suis même allée en colo, j'ai fait des trucs, des fois que je me dis, bon, j'étais vraiment décontractée moi. J'étais, mais je suis allée en colo parce qu'en fait, je voyais pas le mal, que c'était pas mal perçu. Voilà. Et c'est souvent en fait notre peur et notre angoisse qui font qu'ils ont envie de nous le cacher. Je suis pas sûre qu'il ait forcément honte, mais il a peur que tu sois déçu ou que tu vois quelque chose comme ça. Donc voilà, dis-lui très clairement que tu t'en fous, que vous Oui, ferez. moi je lui dis rien, mais c'est vrai que c'est mon conjoint qui essaye de Ouais, ouais, ouais. Mais oui, parce lui que faire ça prendre va lui. conscience de des impacts et du coup, ouais, ça donne du travail à maman, elle doit faire la lessive et du C'est coup, ça. Mais c'est là, tu vois, c'est ce que je te disais. il est ultra touché, il se met à pleurer, il n'arrive Voilà. plus à Donc en fait, s'arrêter. Enfin, lui, ton ouais, fils, il pense qu'il fait un truc mal parce que ça agit sur toi. Donc tu dois dis à ton mari que tu t'en fous. C'est à ton mari que tu vas lui dire. Tu vas dire, je m'en fous royalement. Je fais la lessive avec plaisir et amour pour mon fils. Tu tu mets un beau décor et tu lui dis, on s'en fout, quoi. C'est pas grave. Et parce que lui, en fait, il est tiraillé. Les hommes sont souvent tiraillés entre, voilà, l'enfant, il sait très bien que c'est pas de sa faute. Et puis, le fait que nous, en tant que femmes, c'est bizarre, pourquoi c'est toujours nous qui faisons la lessive d'ailleurs? Bah, tiens, mais c'est naturel. On va vers la lessive naturellement. C'est idiot. C'est toujours pareil, c'est une généralité, des tas d'hommes qui font les lessives. Mais c'est juste pour dire que, voilà, là, dans le contexte, c'est exactement ce qui se passe. Lui, ça l'embête parce que il sait très bien, aujourd'hui, le couple, tout le monde travaille, on a tous la même charge mentale, etc. Donc, les hommes, bah, ils ont plus l'unique charge mentale enfin, du travail. Ils savent que nous, on a la même charge, mais en même temps, bah, nous, on sait qu'on est capable de prendre une surcharge que eux sont pas forcément en capacité de faire, puisque c'est pas leur câblage. Donc, oui, ou alors quand ça touche maman, il y a peut-être plus d'impact il y a plus que quand ça d'impact touche. aussi, exactement. Il veut pas que tu sois impacté, tout à fait. Voilà, donc en tout cas, merci de votre attention, mesdames. Au plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez, euh, comment dire, envie de nouveaux thèmes, j'ai préparé déjà plusieurs conférences. Je vais vous dire la prochaine. Et puis après, je vais vous laisser. Elles sont où mes comptes? Avec tous les sujets. Et j'ai pas encore défini la date et l'heure. Elles sont là. Euh, oui, retrouver confiance en toi en tant que parent. Ça, je trouvais que c'était une sympathique conférence. Euh, ah oui, le top, on l'a déjà fait. On a déjà fait pas mal, hein. Mon enfant ne me respecte pas, on a fait aussi. Ah oui, on a les devoirs, les addictions, les relations conflictuelles avec l'école. Ça, je sais que ça pèse aussi beaucoup sur, ou avec les centres. Ça pèse aussi beaucoup. Parce que l'école, ça peut devenir un lieu de souffrance pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants, pour tout le monde. Voilà, comment communiquer mieux avec mon enfant. Je vous ai préparé des petites conférences pour que vous puissiez, toujours pareil, moi, mon but, c'est pas de vous donner, enfin, je pas de détenir la science infuse, c'est de vous faire vous poser des nouvelles questions pour que vous puissiez vous en servir et les adapter à votre propre cursus, à votre propre façon de voir les choses. Voilà. Avec plaisir, Audrey, Célia. Merci à vous toutes d'avoir été ici ce soir avec moi. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine fois. Et pour certaines d'entre vous, à samedi matin. Bye bye. À Merci à bientôt, toi. au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci également. Alors, je fais comment? Ah, c'est par là.